On va faire rapidement une petite histoire de l'histoire évolutive de l'abeille. D'un point de vue biologique, on va dire. Je vais aller vite parce que c'est compliqué et puis il y a beaucoup d'hypothèses différentes. Mais j'ai choisi de suivre la proposition qui est à l'heure actuelle encore on va dire la plus suivie par les chercheurs. Donc qui veut que l'abeille, l'Apis mellifera, a une origine plutôt asiatique. Donc durant toute la période oligocène, de nombreux changements climatiques vont amener les abeilles à évoluer, à migrer et à se déplacer, à s'adapter pour survivre. Au début du Miocène, une spéciation importante a lieu qui entraîne l'apparition de certains groupes d'abeilles qui vont donner les abeilles eusociales, notamment dont on sera issu l'abeille à l'Apis mellifera, notamment avec la création du genre Apis. Vers 9 millions d'années, les sous-genres Micrapis dominés par l'Apis florea et Megapis, comportant l'unique espèce appelée Apis dorsata, dont je crois que quelqu'un nous parlera cet après-midi, se différencie donc en premier. Puis s'ensuit à peu près la même époque, l'apparition du sous-genre Apis, qui est dominé alors par une espèce appelée Apis cerana. À la différence des deux précédentes, elle va plutôt favoriser l'installation de ses essaims dans des zones protégées, des cavités par exemple, des troncs d'arbres, où elle va construire des rayons qui seront plus petits et puis habituellement très parallèles. Ce type d'abri offre un avantage non négligeable contre les intempéries, évidemment le vent, la pluie, les prédateurs évidemment. Et puis elle permet aussi de créer un nouveau mode de nidification qui permet d'assurer une homéostasie thermique au couvain et donc qui va permettre aux abeilles et aux colonies, par le fait que les abeilles vont se regrouper autour de la reine, va permettre aux abeilles de se déplacer. Les colonies vont pouvoir plus facilement se déplacer dans des zones qui sont peut-être aussi, d'un point de vue climatique, moins avantageuses dans un premier temps. Elles vont pouvoir s'adapter. Cet ensemble de caractères spécifiques aurait du coup, selon cette hypothèse, permis à Apis cerana de se développer jusqu'à entraîner une spéciation, une différenciation en moins 6 millions d'années. S'en serait suivi alors une nouvelle spéciation, avec le sous-genre Apis, marqué en particulier par l'apparition donc d'Apis mellifera, qui est ici encadré. À la fin du Miocène, les changements climatiques entraînent l'apparition de déserts qui pourraient avoir séparé du coup Apis cerana, qui est ici en bas à droite, et Apis mellifera. Cette dernière, qui est riche de ces années d'évolution, et puis ses capacités d'adaptation aussi, va alors se multiplier et puis commencer une expansion territoriale qui sera quand même sans précédent. En effet, selon cette hypothèse, l'espèce aurait quitté définitivement l'Asie du coup pour rejoindre au début du Pliocène la partie ouest. À partir du Pléistocène, il veut plus. Ah si, ça y est, pardon. Les premières sous-espèces d'Apis mellifera vont voir le jour et gagner du coup des territoires allant de l'Asie mineure aux côtes méditerranéennes en passant par les Balkans. Des individus vont également migrer vers l'Afrique en passant par la péninsule arabique. Dans tous les cas, quelle que soit l'hypothèse retenue pour justifier la naissance et le berceau natif d'Apis mellifera, l'ensemble des régions dans lesquelles cette espèce s'est installée possédait des biotopes très diversifiés qui furent sans aucun doute responsables aussi des différenciations, des sous-spéciations, etc. À partir de l'Holocène, les déserts, les montagnes ou encore les nombreuses zones aquatiques vont contribuer à isoler d'autant plus les différentes populations et entraîner cette fois-ci des sous-spéciations. Plus généralement, l'ensemble de tous ces événements semble être à l'origine de l'existence de la trentaine de sous-espèces d'Apis mellifera qui existent à ce jour dans le monde. Alors, toutes ces sous-espèces ont été catégorisées à partir de critères biométriques grâce à Rüttner en 1980, qui est l'un des premiers à avoir établi donc les grandes lignées évolutives, qui sont notées A pour le continent africain, M pour l'Europe occidentale et septentrionale, C pour l'Europe orientale et enfin O pour l'Asie mineure et le Moyen-Orient. Alors toutefois, évidemment, ça ce sont les caractères par rapport aux caractères biométriques et morphométriques, mais le séquençage du génome de l'abeille en 2006 va permettre d'avancer un peu de nouvelles hypothèses
notamment grâce à l'étude des outils génomiques. Et les chercheurs vont déterminer l'existence d'une lignée Z. Alors la lignée Z, évidemment, n'est pas, elle est en cours de développement, en cours d'étude, on va dire, parce que l'approche par l'ADN n'est pas toujours très, elle est précise, mais elle n'est pas infaillible et apporte quelques contradictions par rapport à ce qui a pu être établi avant. En effet, la zone du Moyen-Orient, donc qui se situe au niveau de la lignée Z, du coup, Moyen-Orient et nord-est de l'Afrique, est une zone de contact entre la lignée A africaine, la lignée O moyen-orientale et Asie mineure, et cette fameuse lignée Z, ce qui pose quelques petits soucis d'interprétation. Et l'abeille égyptienne ne fait pas, voilà, elle se retrouve dans ce petit gloubi-boulga et on ne sait pas trop ce qu'elle est. Donc on va voir ensemble ce qu'il en est, en tout cas à l'heure actuelle. Donc la petite abeille égyptienne. L'Apis mellifera lamarckii. Alors, elle a été nommée d'abord par Latreille en 1804 Apis mellifera fasciata, donc on peut encore trouver un petit peu ce nom aujourd'hui, mais enfin, il a tendance à disparaître. Et puis, elle a été donc renommée Apis mellifera lamarckii par Coquerel en 1906. Alors, cette abeille est endémique de la vallée du Nil. Hein. Elle a une aire de répartition qui est vraiment limitée, avec les côtes méditerranéennes de l'Égypte au nord, la partie du Soudan au sud, le désert de Libye à l'ouest, et le désert du Sinaï à l'est. Donc elle a vraiment des frontières qui sont biotopiques également, qui sont très marquées et qui vont des obstacles qui vont participer réellement à faire de cette abeille ce qu'elle est, et elle est maintenue depuis son origine jusqu'à nos jours. Elle a quasiment pas changé. Elle est parfaitement donc adaptée au climat égyptien, à la flore égyptienne, et c'est vraiment une abeille. Des chercheurs ont essayé de l'adapter dans d'autres pays, notamment au Danemark. Je sais, ils voulaient faire des croisements et elle est morte de suite. Il faisait trop froid. C'est vrai. De plus, elle semble avoir donc subi très peu de modifications. Alors, elle a été considérée assez rapidement dans le cadre de la lignée A comme étant éventuellement la souche mère des abeilles africaines, des abeilles jaunes africaines. Aujourd'hui, les analyses génétiques tendent à montrer qu'elle possède donc certains critères phylogénétiques qui sont propres à la lignée Z, mais elle garde, pour tout ce qui est biométrique et phylogénétique aussi quand même, une lignée A africaine. Alors, le recours à la morphométrie, à savoir donc l'étude des caractères physiques, permet de définir l'appartenance d'une abeille à telle ou telle espèce, sous-espèce d'Apis mellifera. Alors, ce type d'analyse est très intéressant. Elle mesure le vivant, comme on dit. Il repose sur des critères qui sont morphologiques, à savoir, par exemple, la coloration d'une partie, on va voir ensemble, la pilosité, le tumentum, etc. On va en reparler en détail. Toutefois, avant de rentrer dans ces détails-là, je voudrais juste vous présenter donc l'Apis mellifera lamarckii, qui est quand même très belle. Moi, je l'adore. Et du coup, vous avez une représentation égyptienne ancienne en haut, la gravure de l'époque de l'expédition de Champollion dessous, et puis une très belle photo que je dois à un chercheur allemand, Monsieur Gunther, qui m'a bien voulu me la partager. Il travaille avec des abeilles égyptiennes en Égypte, avec des Égyptiens, pour essayer de la remettre un peu sur le bon chemin, parce qu'elle a été un peu abandonnée pendant longtemps, on en reparlera. Voilà, donc je voulais la présenter. Elle est toute petite, elle fait 1 cm 1, donc c'est une petite abeille. Elle fait des petits rayons, avec des petites alvéoles. C'est très mignon. Donc elle a des poils blancs, elle est très belle, hein, franchement. Elle a des poils argentés sur le thorax, et puis des couleurs très chaudes sur l'abdomen. Et on verra donc dans l'étude iconographique que ça revient. Elle a une esthétique donc qui est particulièrement marquée. Alors pour en revenir donc à la biométrie, tout à l'heure. Donc vous avez ici une représentation du MHNH de Paris, qui avait bien voulu une photo, qui a bien voulu me l'envoyer. C'est un des spécimens qu'on trouve. C'est difficile d'avoir des photos de Lamarckii. Donc c'est un spécimen qui a été qui est entré au musée d'histoire naturelle. Et je les remercie de bien avoir voulu me le partager. Donc, la première caractéristique biométrique, c'est la coloration abdominale, qui permet de définir aussi à quelle sous-espèce s'agit et dans quelle lignée on peut la rapprocher. Donc, se mesure sur le 2e tergite, et pour l'abeille égyptienne, il mesure 1,5 mm, ce qui est particulièrement marqué par rapport à nos sous-espèces européennes. Le deuxième critère, c'est la largeur du tomentum. Alors c'est au niveau du 3e, 4e et 5e tergite, mais la mesure
s'établit au niveau du 4e, qui est le central, et donc on mesure la bande pileuse de cette partie-là. Pour l'Apis mellifera lamarckii, cette partie est plus importante que chez les autres sous-espèces. C'est également le cas pour la pilosité abdominale, qu'on mesure au niveau du 5e tergite. Donc c'est beaucoup plus marqué, ce qui fait que tous ces types de critères-là permettent d'intégrer dans la lignée A. Pas dans forcément la lignée Z, mais pour le coup, vraiment la lignée A au niveau morphométrique. Le 4e critère est plus classique, c'est simplement la longueur du proboscis de la langue, qui permet de définir qu'il s'agit bien d'une Apis mellifera. Et ensuite, on a l'index cubital de l'aile qui, là, permet aussi de définir plus précisément une sous-espèce et surtout, en fait, d'établir le taux d'hybridation d'une abeille. Donc ça permet aussi de savoir si elle a subi des mutations ou pas. Enfin, des mutations, des évolutions. Voilà, toutes ces données sont importantes. Elles ont participé donc à l'établissement des critères qui caractérisent la lignée A, donc la lignée africaine. C'est pareil pour toutes les autres lignées, mais en l'occurrence celle qui concerne l'abeille égyptienne. Et donc grâce à ça, on a pu définir une sorte de passeport biométrique de cette abeille et la différencier donc à la fois des autres lignées, mais aussi à l'intérieur de la lignée A des autres abeilles, qui sont plus marquées par exemple jaune pour les vraiment africaines et puis un peu moins pour tout ce qui est Moyen-Orient. Donc ces informations réunies nous permettent donc d'établir qu'elle appartient bien à la lignée A africaine. Par contre, elle a probablement connu une sorte de métissage qui lui associe des gènes de la lignée Z. Donc qui sont probablement des recoupements entre la lignée O et la lignée A. Voilà. Donc l'abeille égyptienne est une transfuge. Elle est A et Z à la fois. Comme le montre ce tableau. Alors on a la Yemenitica aussi qui pose encore plus de problèmes parce qu'elle a même une lignée potentiellement Y. Je laisse ça à ceux qui s'occupent de cette abeille. Je ne me prononcerai pas. Donc en parallèle de la biométrique, la phylogénétique, on a également l'éthologie qui est très intéressante, qui permet d'étudier le fonctionnement du comportement de l'insecte. Alors la première étude qu'on regarde en éthologie, une des premières études, c'est la douceur, ce qu'on qualifie de douceur de l'abeille, c'est-à-dire son comportement, sa réaction vis-à-vis de nous, notamment, parce que l'éthologie, quand même, elle a pour but d'éviter de tomber un peu dans les écueils de l'anthropocentrisme, morphisme et compagnie. Mais là, quand même, la douceur, on l'établit par rapport à nous. Donc bon, c'est un peu... Mais dans le cas de l'abeille égyptienne, la douceur pose un petit problème. On n'est pas sur une abeille très douce. Elle est nerveuse, elle est très nerveuse. Alors, elle n'est pas méchante, mais elle n'aime pas trop... Il ne faut pas la brusquer. Voilà. Elle n'est pas corse, mais elle pourrait. Je me permets parce que je suis corse. Cette nervosité s'explique probablement par le climat. Il fait très chaud en Égypte et même à l'époque antique c'était moins le cas, mais c'était quand même un pays très chaud. Donc c'est possible que le climat ait une influence sur cette donnée-là. En revanche, ça a probablement eu un impact sur la pratique apicole aussi. Donc il faut en tenir compte. L'autre qualité éthologique, ce qui est très intéressant, c'est sa grande capacité à essaimer. Alors c'est une grande essaimeuse, elle peut générer une centaine de reines. La reine peut développer jusqu'à 100 reines. Alors il y en a qui vont partir vite, il y en a qui vont mourir. Par contre, l'essaim peut garder en lui jusqu'à 30 reines vierges pendant un certain laps de temps. Elles vont être nourries et puis à un moment donné elles vont partir. Mais le temps probablement, parce que ce sont des petits essaims, de réunir un petit groupe d'abeilles pour pouvoir partir. Mais en effet, elle peut garder un nombre de reines assez important en son sein. Là aussi, évidemment, cet essaimage important va jouer un rôle dans l'apiculture, c'est certain. Par la suite, donc, voici des photos de notre petite abeille avec ses rayons. Donc, vous le constatez, alors, c'est pas évident, mais vous verrez après la taille des ruches. Ce sont des petits rayons, hein. Bon, en même temps, c'est une petite abeille. Et donc, on a des relevés actuels par rapport aux ruches égyptiennes qui sont toujours des ruches anciennes, on le verra aussi après. Et donc, on a une moyenne de production entre 3 et 15 kilos par essaim par an. Donc, c'est pas une très grosse production. Parce qu'en plus, les ruches vont être récoltées à plusieurs reprises parce qu'elles sont petites, donc on les vide assez régulièrement. Donc on ne dépassera pas une très grosse quantité. Ceci étant, comme elle essaime beaucoup, on peut avoir beaucoup d'essaims qui vont produire, donc beaucoup de ruches, et c'est probablement ça qui a permis le développement de l'apiculture égyptienne ancienne, et puis par la suite aussi à l'époque Moyen-Âge, puis moderne, jusqu'à ce qu'on arrête de l'utiliser ou qu'on s'y remette aujourd'hui. Donc c'est une donnée qui est très importante aussi. Enfin, je voudrais juste parler rapidement... ah oui, j'avais oublié de vous mettre ça. Donc, vous voyez, les petites alvéoles, les rayons sont petits et les alvéoles aussi. En même temps, l'abeille est petite aussi.
juste évoquer rapidement la propolis. Alors, l'Apis mellifera lamarckii ne semble pas produire de propolis, ou en tout cas, on n'en retrouve pas dans les ruches égyptiennes. Il semble probable de penser que ça vient essentiellement du fait que la flore égyptienne ne fournit pas d'essence végétale permettant la fabrication de la propolis. Ceci étant, l'abeille égyptienne est très propre et elle nettoie tous les jours sa ruche. C'est un constat. Elle nettoie, elle pousse en fait, elle va sortir tous les résidus, Donc après, comment elle se débrouille avec les intrus qui viendraient c'est possible qu'elle en fabrique, hein. Mais en tout cas, très très peu de traces ont été trouvées. C'est extrêmement rare, même dans les ruches modernes qui utilisent encore, les ruches actuelles qui utilisent l'abeille, il n'y a pas de traces de propolis. Les textes anciens, d'ailleurs, égyptiens, qui utilisent énormément le miel, énormément la cire, ne font quasiment pas mention de la propolis. Quelques textes médicaux s'en servent en remplacement du miel et, étant donné sa rareté, ça devait être un produit extrêmement cher qui devait être probablement importé, pour le coup, de sous-espèces moyen-orientales qui, avec les cèdres, avec des arbres qui sont beaucoup plus adaptés, devaient en produire. Et ça, on en a des traces qui remontent même au prédynastique, donc bien avant l'unification de l'Égypte. Très peu de traces, mais quelques-unes qui permettent de savoir que les Égyptiens connaissaient la propolis, mais visiblement n'y avait pas accès. Voilà, donc tout ça, cette petite approche scientifique, phylogénétique, biométrique, etc. Pour entrer dans le vif du sujet égyptologique, mais bon, je trouve que c'est important. Moi, ma thèse portait sur le miel et j'ai pas pu m'empêcher de traiter de l'abeille parce que c'est comme on peut faire une omelette sans casser des œufs, on peut pas faire de miel sans abeille. Donc, du coup, je me suis retrouvée à passer 1 an et demi de ma vie à chercher des trucs sur l'abeille. Mais c'était hyper passionnant. Et la science dure, qui était pas mon domaine à la base, m'a passionnée. Je me suis passionnée pour la phylogénétique. C'était dur, c'est tout en anglais et tout. En plus, moi, je suis nulle en anglais. Mais c'était passionnant. Et du coup, je voulais quand même retranscrire un petit peu ce côté très intéressant qui nous amène, du coup, évidemment, aux Égyptiens aussi. Alors, toutes ces données... Voilà. Donc, toutes ces données-là sont très importantes, mais évidemment, elles sont modernes. Hein, c'est de la science moderne qui nous apporte à nous, évidemment, des données, mais les Égyptiens anciens ne les avaient pas forcément. Donc, on va voir ce qu'il en est. Alors, l'étude de l'iconographie apporte quelques réponses, mais d'abord, elle démontre surtout la grande propension des Égyptiens à observer leur environnement. Ils sont très bons, hein, c'est une de leurs grandes qualités. Donc, les hiéroglyphes, qui sont évidemment première étape de l'observation de l'environnement, hein, des morceaux d'humains, des morceaux d'animaux, des animaux entiers, pour le coup, un vrai bestiaire à lui tout seul. Donc ici, je vous ai mis quelques exemples de parmi les plus beaux hiéroglyphes que, personnellement, je trouve. Et donc, il nous apporte donc des informations sur les animaux. Les scènes de la vie quotidienne également, hein, de très belles scènes qu'on trouve dans les parois de tombes, les parois de temples aussi. Hein. Quelques palais, des très belles représentations. Ces représentations s'installent dans la durée, c'est pérenne. Mais pour les Égyptiens, les végétaux, les animaux sont perçus comme de la dynamique. C'est dynamique, c'est synonyme de vitalité, et ça s'inscrit dans ce qu'ils appellent l'éternité née, qui est l'éternité cyclique, qui se renouvelle. Les plantes poussent, meurent, elles repoussent, elles meurent. Tout ça, c'est les animaux meurent, donnent naissance, etc. Donc ça, c'est le cyclique, c'est comme nous, on est cyclique. Quand on est vivant, bien sûr. Ensuite, leurs représentations, donc, qui sont pétrifiées par le dessin, la sculpture, etc., sont statiques, elles sont immuables. Et donc là, elles appartiennent à l'éternité jet, qui est l'éternité des dieux, l'éternité linéaire, qui perdure, voilà. Qui ne se renouvelle pas, mais qui n'en a pas besoin, finalement. Donc cette iconographie est très réelle. Parfois, non, mais la plupart du temps, elle est quand même assez réaliste, dans ses mesures au moins. Et puis, elle montre une vision fixée, une vision du monde dans le temps et l'espace, pour les Égyptiens, bien sûr. Alors, l'abeille, par contre, elle a une petite particularité, elle n'apparaît jamais sur ce genre de scène. Pourtant, je veux dire, dans le delta, ça devait pulluler, mais elle n'apparaît jamais dans les scènes de delta. Là, je vous ai mis une scène du delta. Les chasses de pêche... Dans le delta, c'est les scènes les plus belles et les plus courantes dans les tombes. Et il n'y a pas d'abeilles. Il y a des papillons, il y a des criquets, des chats qui courent après des papillons, mais il n'y a pas d'abeilles. Elle n'apparaît que dans les hiéroglyphes, mais ceux-ci, quand même, peuvent nous apporter quelques informations. Alors ici, vous avez un exemple incolore. Alors les hiéroglyphes, évidemment, sont souvent incolores sur les murs, parce qu'ils ont, pour la plupart, perdu leur couleur. Mais certains autres, quand même, nous offre des couleurs inattendues. Donc ici, vous avez une abeille qui est jaune et bleue. Alors évidemment, c'est pas les couleurs naturelles, hein, mais c'est intéressant parce que ça peut renvoyer au soleil. L'abeille est un animal solaire, on va le voir. Et le bleu au ciel, c'est quand même le milieu dans lequel elle évolue. Donc c'est possible que ces couleurs renvoient à cette thématique.
Une autre abeille magnifique, hein, alors celle-là c'est vraiment une œuvre d'art, apparaît gravée sur feuille d'or, les baldaquins de la reine Étéphérès. 4e dynastie, hein, c'est pas tout jeune, vraie période des pharaons, des pyramides, pardon. Donc là, on a vraiment de très beaux détails. Hein. On a les points sur le thorax qui nous montrent, qui rappellent les poils, les traits vraiment marqués dans différents sens pour rappeler les segments chitineux du tégumen de l'abeille, hein, sur son abdomen. C'est vraiment magnifique. Bon, c'est une de mes préférées. Mais quand même, la plus belle, c'est celle-là, pour moi, c'est mon avis. Alors, celle-ci, elle apparaît sur un sarcophage de M. Montuhotep de la 11e dynastie, donc Moyen Empire. On est quelques années plus tard quand même. Mais, alors, c'est peinture, hein, c'est différent. Mais ici, on a une représentation qui est intéressante parce que, je vous ai remis la photo, il y a des points communs en fait. Au niveau de l'observation, on se rend compte que les couleurs reviennent. Alors là, c'est vrai qu'avec tous les poils, l'abeille égyptienne a beaucoup de poils. Mais la couleur du thorax est vraiment dans ce côté noir vert bleu. Elle a ce côté-là un peu qui est retranscrit ici. Les poils argentés là, du thorax sont également présents. On voit des petits traits. Alors la photo rend pas justice, mais c'est pas évident. Des petits traits sur son thorax. Et puis les couleurs de l'abdomen sont magnifiques aussi, qui rendent assez bien le jaune, hein, de la couleur égyptienne. Et puis c'est ces couleurs brun orangé là qui sont très jolies. Voilà. Donc c'était intéressant de voir aussi que l'Égyptien ancien a pris le temps. Et on est quand même là, c'est ancien malgré tout, sur de l'observation et de la retranscription de la beauté de son abeille. Alors, ce sens du détail va au-delà de l'apparence. On le retrouve également dans une certaine approche. Ah, pardon, je voulais vous la laisser le temps parce qu'elle est belle. Une approche éthologique, finalement, probablement acquise par la pratique de l'apiculture. Donc, comme on le disait tout à l'heure, une abeille considérée comme une abeille propre, hein, organisée. Elle vit comme les hommes, hein, en communauté. Elle s'organise dans un foyer organisé vers lequel elle revient. Donc ça, c'est assez spécifique et c'est assez commun. Par contre, il est difficile de savoir si les apiculteurs égyptiens et les Égyptiens eux-mêmes avaient défini l'existence d'une reine. Alors c'est probable qu'au niveau des essaims sauvages, ils aient constaté, qu'ils aient compris qu'elle s'organisait quand même à l'intérieur de l'essaim, mais la forme des ruches, vous allez le voir, ne permet pas de vraiment étudier l'essaim pour le coup dans son fonctionnement. Pourtant, l'emblème, l'abeille égyptienne est devenue très tôt donc l'emblème de l'Égypte, d'une partie de l'Égypte, hein, la basse Égypte, oui, parce que la basse Égypte est en haut et la haute Égypte est en bas, parce qu'on suit le Nil, donc qui est la partie la plus verdoyante d'Égypte, évidemment avec le delta. Et puis cette dualité est rapidement devenue associée au roi. Alors la première dynastie, sous le pharaon Den, il l'intègre à sa titulature, puis sous Hadjim ou Séméret, on ne sait pas trop, ça va devenir un titre royal à part entière, donc le fameux titre Nisut-Biti, le roi de Haute et de Basse Égypte, qui symbolise beaucoup de choses pour les Égyptiens. Ce titre se pérennise à la deuxième dynastie, où vous le voyez dans son ensemble, avec le roseau également, le Nisut et le Biti. Et puis au même moment, le hiéroglyphe va se normaliser. Vous voyez le hiéroglyphe qui est en bas. Alors, il manque encore la 5e patte, la petite patte à pollen. Mais la finalité sera plus proche ressemblera au hiéroglyphe normalisé. Donc, ce titre va devenir le 4e nom, va accompagner le 4e nom du pharaon, qui est son nom de couronnement, et qui donc va illustrer vraiment le pouvoir du souverain unique qui règne enfin sur un pays unifié. Hein, le haut et la basse, la haute et la basse Égypte, enfin unifiés. Alors le terme Biti lui-même désigne, donc qui est désigné par l'abeille, qui désigne vraiment le royaume du Nord, et donc qui associe réellement la royauté, la notion de royauté à l'abeille, donc qui transmet quand même une idée que l'abeille avait un roi, ou probablement un roi, hein, mais on ne sait pas. Je pense qu'il était beaucoup plus compliqué par contre pour définir lequel dans la ruche était le roi. Et du coup, quand même, il y a une importance là-dessus. Alors l'association du territoire le plus végétalisé d'Égypte avec l'abeille n'a rien d'étonnant. Par contre, on peut se demander pourquoi, en dehors du fait que la royauté, pourquoi l'avoir également associé au roi, quels étaient les autres critères. Alors je pense pour moi, la réponse la plus convaincante, en dehors de la structure organisée de l'essaim lui-même, c'est la double nature de l'abeille. En effet, l'abeille, et qui se retrouve donc chez le roi. Hein. Donc l'abeille, elle, va butiner, évidemment, elle va travailler dur pour nourrir son essaim et pour lui assurer une pérennité.
Le roi, à l'instar, n'est-ce pas, va tenir un rôle nourricier majeur, puisque par sa capacité mythologique majeure, il influe sur les crues, sur les récoltes, puisque c'est lui qui est l'intervenant auprès des dieux, et donc il a la responsabilité de garantir la prospérité de son peuple. Cette fonction s'associe en parallèle avec une autre caractéristique de l'abeille, qui est la fonction protectrice. Le roi va devoir protéger son peuple, et alors majoritairement jusqu'à la 18e dynastie où les rois vont commencer à être un peu agressifs, mais sinon avant, le pharaon égyptien se caractérise par un comportement défensif. Il va essentiellement défendre ses frontières et défendre son peuple contre les attaques adverses. Et là aussi, l'abeille est on dit souvent qu'elle pique, mais elle pique parce qu'elle se sent en danger, elle pique parce qu'elle sait que son essaim, ou elle croit que son essaim est en danger, donc elle défend en réalité. Donc le pharaon et l'abeille ont un comportement similaire. Donc l'abeille et le roi ont ces comportements communs d'être à la fois bienfaiteurs et menaçants, bienfaiteurs et protecteurs. Ce rapprochement me paraît pertinent, bien que là aussi, encore une fois, il ne permette pas de savoir si les Égyptiens avaient compris ou à quel moment ils ont compris l'organisation réelle sociale des abeilles, et dans quelle mesure ils ont pu la transmettre dans leur organisation sociale personnelle. Parce que c'est vrai que l'évolution et la structuration de la société égyptienne au niveau gouvernement est quand même très proche du système des abeilles, mais honnêtement, c'est compliqué là, à ce niveau-là. Rien ne nous indique ça, en tout cas. Aucun texte, quoi que ce soit. D'un point de vue mythologique, l'abeille, elle est également présente. Par contre, elle n'est pas considérée comme une divinité chez les Égyptiens, mais elle est un être sacralisé qui, alors c'est marrant parce qu'on parlait des larmes tout à l'heure, des larmes de Jésus sur la croix. Les Égyptiens, pour eux, l'abeille est née des larmes du dieu Ré, qui est un dieu des murs, un dieu créateur, et le dieu solaire par excellence. Et le dieu Ré, donc comme le texte nous l'indique, ici c'est le papyrus Solt 825, nous indique que le dieu Ré pleura. Il était triste et il pleura beaucoup, et alors à plusieurs reprises, disons, et dans une de ces reprises, ses larmes tombèrent au sol et donnèrent naissance donc aux abeilles. Et elles ont donné naissance également à l'homme, les larmes du dieu Ré, qui ont touché terre, et elles ont donné naissance également à la déesse Hathor, qui est très liée au miel et à l'abeille également. Je n'y rentrerai pas aujourd'hui parce que sinon on n'en finit plus. Mais voilà. Donc c'est rigolo. Voilà, c'est très intéressant de voir ce point commun qu'on peut retrouver même dans des cultures bien plus tard. Ce texte nous apprend également que l'Égyptien avait compris que l'abeille elle a besoin des fleurs, qu'il existe un lien symbiotique entre l'hyménoptère et les fleurs. Et que c'est à partir de la substance, la capacité de l'abeille à extraire des fleurs une substance particulière qu'elle va pouvoir en créer le miel. Et donc ça, quand même, pour une civilisation antique, c'est pour des textes qui sont quand même relativement anciens, c'est intéressant d'avoir déjà ce constat. Alors il n'y a pas le côté scientifique, mais quand même. On l'a également dans une formule du Mamizi d'Edfou, qui reprend à peu près les mêmes idées. Pour en terminer avec cette petite partie, je voudrais vous montrer quelques exemples iconographiques, derniers petits exemples iconographiques qui sont très beaux. Ce sont les rayons de miel. Alors ici, vous avez alors en plus vous avez des petites abeilles, regardez sur les rayons en haut à gauche. Ils sont très beaux ceux-là, j'adore. Elles sont pas contentes, on leur a piqué un rayon de miel. Mais bon, elles les donnent quand même, c'est pour le pharaon. Enfin, en l'occurrence, c'est pour le dieu. Mais... Donc on a ici quelques exemples de représentations iconographiques de rayons qui sont qu'on a retrouvés dans des tombes de particuliers assez riches, de la tombe de la vallée des nobles à Luxor. Donc ils sont très détaillés, très colorés comme vous pouvez le voir. On a vraiment les petites alvéoles qui sont peintes et tout. C'est vraiment une volonté de transcrire cette idée. Alors en plus avec les différences de couleurs, hein, vous voyez, alors la cire égyptienne, la cire de l'abeille égyptienne est blanche. Bon après avec le temps, elle foncit bien sûr, mais elle est très blanche au début. Et donc vous avez les rayons ici vraiment avec le côté blanc qui est vide de miel, et puis le centre pour montrer la différence. Le centre qui est rempli de miel, qui est doré, qui a l'air très bon à manger. Voilà. Donc c'est très intéressant. Le regard naturaliste des Égyptiens m'étonne toujours. Et donc bon, on retrouve ici ces rayons dans les tombes parce que en fait le miel joue un rôle très important dans les rituels funéraires et divins, en médecine aussi. Mais du coup dans les rituels funéraires il apparaît comme sous forme de rayons, ce qui est assez rare. Hein. C'est plutôt à partir du Nouvel Empire. Parce que c'est un produit solaire, le miel, et il est imputrescible, et donc il va avoir cette capacité de générer, de transformer, pour les Égyptiens, le corps charnel momifié en un corps divin inaltéré et impérissable.
Voilà, ça va le rendre au même stade qu'une étoile, qui est caractérisée d'impérissable, au même stade d'un dieu. Hein, le défunt, quand il est transformé et qu'il a l'accès à l'au-delà, devient Osiris. Hein, donc il devient un dieu. Donc c'est grâce au miel notamment, évidemment, mais il intervient dans les rituels divins et c'est un produit qu'on va étaler sur le corps, qu'on va étaler durant la momification, qu'on va étaler sur les statues de dieux également, pour l'éternité cyclique, où là le dieu se bat contre Apophis toutes les nuits, il revient fatigué et malade, alors il faut le recharger, donc on lui met du miel. Donc c'est très intéressant. On le retrouve également dans la médecine, donc où il va avoir pour rôle à la fois d'une substance protectrice, qui permet de prévenir les maladies, d'une substance guérisseuse, enfin, qui va permettre de guérir tout ce qui est maladie, très utilisée dans les brûlures, très utilisée dans les maladies, enfin les blessures, pour les cicatrices. Ça fait des cicatrices. Les Égyptiens nous disent que ça fait des cicatrices magnifiques. Donc voilà, et ça régénère à la fois donc le corps humain vivant et le corps humain mort, enfin qui devient divin, le corps spirituel finalement. Voilà. Donc ça, c'était la transition, voilà, la petite touche un peu, comment dire, pro-égypto, mais voilà, bon, c'était quand même intéressant. Alors après, au niveau de l'iconographie, comme la littérature nous apporte des informations évidemment aussi plus terre à terre, plus techniques sur les techniques apicoles, les outils, etc. Parce que pour comprendre, pour pouvoir travailler avec une abeille, il faut la connaître, hein, c'est important. Et pour pouvoir la connaître, et pour pouvoir l'apprivoiser, il faut travailler avec elle, il faut la côtoyer. Alors, apprivoiser, moi j'avoue que j'ai du mal avec domestiquer l'abeille, parce que l'abeille, vous pouvez pas l'enfermer. Pour moi, on ne peut que l'apprivoiser et l'aimer. Hein, après, voilà. Donc la question, c'est de savoir quand est-ce que les Égyptiens sont passés d'une récolte sauvage, hein, parce que eux-mêmes étaient nomades puis semi-nomades avant d'être sédentaires. Donc d'une récolte sauvage qui rime avec économie de subsistance vers une économie, vers une apiculture qui est donc une économie de gestion et de production organisée. Alors cette question est extrêmement difficile, délicate, hein, c'est très compliqué. Et la seule image, enfin la plus ancienne attestation que nous ayons, c'est celle-ci, c'est la représentation iconographique de Niuserre, qui date de la 5e dynastie et qui montre déjà une apiculture avancée en fait. Donc c'est la plus ancienne trace qu'on en ait. Ceci étant, on a une trace, c'est déjà pas mal, parce que archéologiquement on n'a rien. Donc, bon, mais par contre, donc on sait qu'aux alentours de 2400 avant notre ère, les Égyptiens pratiquaient déjà une apiculture développée avec des techniques. Donc ici vous avez 5 tableaux qui représentent les différentes étapes. Hein, la récolte à gauche, le scellement des jarres à droite. Une autre magnifique que vous avez mis dans le petit livret et qui est magnifique aussi, en couleur évidemment, c'est celle de Remiré. Alors plus simple, hein, on n'a qu'une étape qui est la récolte, mais qui nous apportera, on verra, quelques petites informations. Alors peu de représentations malheureusement, mais quelques-unes quand même. Mais les autres sont toutes soit mis dans un contexte d'apparat, soit cassées. Donc je vous montre essentiellement les deux plus intéressantes. Alors la question, pour établir une pratique de l'apiculture, souvent on parle des ruches, hein, parce que le fait d'avoir des ruches, évidemment, c'est la preuve qu'on a réussi au moins à apprivoiser l'abeille, à capturer des essaims et à les mettre dans des ruches pour pouvoir apprendre et commencer à vraiment développer une production stricte et raisonnée. Donc ici vous avez donc les quelques représentations de ruches qu'on trouve dans la fameuse représentation iconographique égyptienne, et donc des différentes époques, hein, du plus ancien au plus récent, qui est 26e dynastie, aux alentours de 800. Donc la question, donc, c'est étudier la scène de Niuserre qui est à gauche, donc on a vu tout à l'heure. Vous voyez ici un mur composé d'éléments oblongs qui sont superposés les uns sur les autres, qui reviennent tout au fil de l'histoire égyptienne, ce qu'on peut catégoriser de ruches et murs, qui était probablement composé de poteries, puisqu'à l'époque, c'était, il y a de fortes chances que dans un premier temps, ils aient utilisé des poteries, ce qui pourrait s'expliquer par un phénomène de sérendipité, c'est-à-dire les abeilles sauvages se sont installées à l'occasion même du nomadisme encore, dans des pots qui auraient été abandonnés ou vides, et puis elles étaient bien là, parce que c'est fermé, donc c'est abrité, donc elles se sont installées. Les Égyptiens ont vu que c'était bien, puis avec le temps, ils se sont dit, bah tiens, on va utiliser ces pots, puis on va peut-être les changer, on va en mettre d'autres. Voilà, donc c'est probablement la sérendipité qui est à l'origine de l'apiculture, hein, ça paraît assez logique dans le fond. Et donc pour ce qui est de la question de la céramique en elle-même, on a, bon alors, comme je vous ai dit, vous verrez tout au long, hein, pas de vestiges archéologiques en Égypte,
alors qu'il y en a plein pour le reste, mais pas pour l'apiculture. Et donc, le seul qu'on ait, qui on peut dire, et c'est une hypothèse, c'est celui-ci. Donc, c'est une sorte de jarre qu'on a retrouvé dans un dépôt funéraire du temple de Sésostris II, à El Laoun, et qui a donc un côté qui est en terre, hein, et qui a un côté donc qui a un trou, et de l'autre côté qui semble avoir permis de poser une porte, ou en tout cas d'avoir été obturé. Alors, dit comme ça pourrait. Alors, il y a beaucoup de moules à pain qui ressemblent à ça. Donc, du coup, on a pu douter pendant longtemps. La différence, c'est qu'on a trouvé à l'intérieur des traces de miel, des traces de cire et un bout d'abeille. Donc, on s'est dit que c'était probablement un modèle funéraire qui avait un modèle funéraire de ruche, donc qui avait pour but de servir le défunt dans l'au-delà. Par la suite, il semble que les Égyptiens aient créé un nouveau type de ruche, à savoir un modèle allongé en terre, en bouse de vache et en paille. Alors il est formé comme ainsi, c'est-à-dire qu'on dépose ce mélange sur une natte tressée et puis on va le rouler et ça va nous permettre d'avoir un tube qui va sécher et qui va permettre aussi une production en série finalement, avec des ruches qui vont avoir toute la même forme et qui sont beaucoup plus faciles à manipuler, à empiler en ruche et mur, mais aussi à réparer, puisque ce sont des produits qu'on va trouver un peu partout, hein, qui sont naturels et qui sont faciles d'accès, peu onéreux. Et même changer littéralement assez facilement le parc de ruches, si j'ose dire, dès que cela est nécessaire. Donc on va retrouver, alors ça c'est une photo moderne de Monsieur Gaby Roussel, que je pense certains d'entre vous le connaissez, une photo qui nous montre toujours l'usage, hein, toujours en vigueur de ces ruches, qui sont parfaites, hein, qui sont très pratiques, mais comme vous pouvez le constater, ne sont pas très grandes, et limitent aussi la vision à l'intérieur de la ruche, donc du fonctionnement de l'essaim, qui rend l'observation plus compliquée. Ceci étant, c'est quand même une partie intéressante, un fonctionnement intéressant, et qui est donc toujours utilisé, et qui n'est utilisé qu'avec les abeilles égyptiennes, parce que les Carnica et les Ligustica qui ont été importés en Égypte au cours des 20 dernières années ne supportent pas évidemment ce genre de ruches. Elles sont vraiment adaptées, réalisées par les Égyptiens anciens, et utilisées encore de nos jours pour l'abeille égyptienne uniquement, avec ses rayons à elle, son fonctionnement à elle, etc. Alors, rapidement, ce genre de ruche, et évidemment, on n'en a pas de traces, mais on a ce texte qui nous dit que la ruche de fumier est plus douce et qu'elle est, pour les rayons de miel, beaucoup plus adaptée que la ruche en pierre, donc, ou en terre, finalement, en terre cuite, que pour l'abeille. Alors, je finis vite fait. Voilà, une autre petite photo. Alors, vous avez ici de Langstroth, hein, qui communiquent, qui sont en même temps que des modes anciennes, c'est assez marrant. Alors voilà. Alors les outils rapidement. Donc on a plusieurs outils. Alors les Égyptiens évidemment ne nous ont laissé aucun outil, probablement parce que les outils égyptiens étaient probablement les mêmes que pour d'autres agriculteurs. Donc du coup on n'en a pas vraiment trace. Mais les Égyptiens modernes qui utilisent encore l'abeille égyptienne ont quelques outils intéressants qui pourraient tout à fait être des outils d'Égypte ancienne vu la simplicité d'accès et la simplicité de forme. Le premier c'est un crochet assez court qui permet d'ouvrir l'arrière de la ruche, qui s'appelle korab, moufta en arabe. Donc on ouvre l'arrière de la ruche. Le deuxième, c'est une tige d'un côté pointu, d'un autre côté plat, pour pouvoir décrocher les rayons du haut de la ruche et les ramener avec le côté plat, comme la pelle à pizza, les ramener à l'entrée de la ruche pour pas se faire piquer. Donc c'est des outils simples, hein. Ensuite, on a, alors ça c'est une image pour enfumer, mais ça c'est chez nous, hein, plus ou moins, hein, voilà. Mais alors les Égyptiens, eux, de leur côté, ils ont ça. Donc les Égyptiens anciens, donc du coup c'est pas très facile d'établir comment ils pouvaient. Alors on voit quand même qu'ils avaient des enfumoirs, hein. Celui de gauche semble souffler. Il a un petit mot qui l'accompagne en légende qui dit Nefet, c'est éventé, souffler. Donc il semble souffler probablement dans des braises pour faire de la fumée. Les autres ont ce qu'on appelle une cassolette à encens dans les rituels funéraires égyptiens qui sert à faire brûler l'encens pour les dieux. Bon, là, peu de chances qu'on utilise de l'encens parce que c'est cher, mais il y a plus de chances qu'ils aient utilisé, comme les Égyptiens actuels, des petites briquettes de bouse de vache qui brûlent très bien et qui font une fumée blanche et froide qui est très, très adaptée à l'abeille. Elle aime bien ça, la fumée blanche et froide. Donc voilà, on est sur des petites briquettes qui s'appellent Al-Jila en Égypte et qui sont donc très répandues et très faciles là aussi d'accès, hein, puisqu'on recycle les bouses de vache, c'est pratique. Et puis donc après, une fois qu'on a accédé,
Alors les abeilles aiment bien des fois rester accrochées aux rayons de miel, elles veulent pas que vous les preniez. Donc on a tendance à utiliser une petite brosse, un petit balai. Alors là aussi, pas de traces de balai, mais les Égyptiens anciens faisaient des balais, qui sont très beaux d'ailleurs, des petits balais, des petites balayettes, depuis le prédynastique, en palmier, en jonc, bon voilà. Et à droite, vous avez un exemple du palmier, du balai, pardon, qui est utilisé par les apiculteurs égyptiens actuels pour débarrasser l'abeille des rayons. Donc vous voyez, les modèles sont les mêmes. Donc c'est toute cette technologie moderne, enfin ces outils modernes ressemblent tellement à des outils anciens que du coup, il est très forte chance que les outils n'aient jamais évolué, aussi bien que les ruches n'ont quasiment pas évolué. Et on a un maintien extraordinaire en fait finalement des techniques millénaires. Et des traditions surtout. Et alors les Égyptiens aiment bien maintenir les traditions. Il y en a encore beaucoup qui utilisent la houe, la charrue pour les terres. Les Égyptiens sont très attachés à leurs traditions, étonnamment. Donc la question des outils est complexe. La question des outils suggère que des hypothèses. Mais c'est vrai que pouvoir comparer avec les apiculteurs modernes, pour le coup, qui utilisent l'abeille égyptienne, je précise, nous permet d'avoir en tout cas quelques hypothèses intéressantes. La dernière, juste vite fait pour terminer, c'est la question de l'habit. On a parlé tout à l'heure, Monsieur Bastoreau disait, alors certains ramassent tout nu, sans habit spécifique, d'autres mettent une cagoule et des gants. Alors les Égyptiens, eux, nous montrent juste des pagnes. Alors les Égyptiens font tout en pagne, tout ce qui est de l'ordre de l'agriculture, c'est le pagne, quand ils sont pas tout nus des fois, mais la plupart du temps c'est le pagne, avec la petite perruque courte. Et donc, difficile de savoir. Alors, est-ce qu'ils faisaient vraiment ça en pagne, ou alors est-ce qu'ils se sont trouvés un habit peut-être plus adapté, en jonc, ou un produit? Parce que du coup, comme le moderne ne peut pas nous renseigner, je suis allée voir sur côté plutôt anthropo-ethno quelques ethnies africaines. Donc, on a les Gbaya au Cameroun qui, eux, ils ont la scoutelata, elle est pas piquée des vers, comme on dirait, mais elle pique beaucoup. Mais bon, ils font une sorte de grosse carapace là en écorce pour se protéger. Alors c'est très intéressant. Et puis on a les Bana, eux, en Éthiopie, qui se revêtent en fait d'une argile blanche qui va durcir une très grosse épaisseur, qui va créer une croûte en fait, et qui va limiter ici les piqûres des abeilles. En même temps, les abeilles vont peut-être pas non plus mourir en les piquant, parce qu'ils les piqueront pas, je sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est deux techniques qui sont étonnantes, qui se passent en Afrique. Alors, l'Égypte est au nord de l'Afrique, c'est vrai, mais c'était intéressant, et de se dire que peut-être les Égyptiens se sont finalement fait une carapace en bambou, en roseau plutôt, ou en laine peut-être, parce que c'est quand même assez épais, ou qu'ils ont trouvé un produit qui faisait office de répulsif. Voilà. Ou alors, ils sont restés en pagne, et puis ils ont assumé. Voilà, donc les Égyptiens ont fait un gros travail avec leurs abeilles. Ils ont créé une des plus anciennes apicultures du monde quand même. Et je les en remercie beaucoup parce que ça a été un plaisir d'étudier cette discipline. Et j'espère vraiment avoir réussi assez vite à la fin à vous transmettre tout ça. Je vous remercie.